Salut à toi gros beau gosse, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, elle m'a été extrêmement demandée. Et en fait, simplement, c'est la vidéo de qui suis-je? Qui est-ce que je suis? Quel est mon parcours? Qu'est-ce que j'ai fait? Par quoi est-ce que je suis passé? Quelles sont les étapes que j'ai fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui? Pourquoi, etc. Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que toi, de ton côté, tu peux t'identifier à ça? Est-ce que tu peux faire la même chose? Est-ce que j'ai des conseils à te donner? Pourquoi est-ce que je suis légitime? Pourquoi pas? Qui suis-je en fait? Et là, tu vas voir sur la photo, déjà, c'est une tête de moi qui est différente. J'ai un peu moins de barbe, j'ai des cheveux longs. Et là, j'ai une buzz cut, c'est plus de barbe, mais c'est normal. Parce que changer de coupe, moi, ça me plaît souvent et donc je le fais souvent. Here we go, donc qui suis-je? On va commencer. Déjà, je suis né le 26 février 2005 à Limoges, en France. Du coup, moi, je suis né en France, donc d'une famille mahoraise, donc qui vient de Mayotte, donc une île, Mayotte, littéralement. Et donc, je suis né en début d'après-midi à Limoges, petit patelin, c'est une ville absolument éclatée au sol. Elle est juste cool quand tu fais du basket, il me semble. Mais sinon, voilà, c'est assez éclaté au sol, Limoges, c'est tout petit, etc. Mes parents, du coup, ils sont nés sur l'île la plus pauvre de France, donc Mayotte. Donc c'est, je sais plus comment on dit actuellement, je sais pas si on dit Dom-Tom ou si on dit Drom, j'ai oublié. Mais du coup, mes parents sont nés sur une île pauvre, donc à Mayotte, dans les bidonvilles. Ils ont vécu dans la misère de Mayotte. Ils ont grandi dans les quartiers délabrés de Marseille, donc c'est-à-dire qu'en gros, ils ont travaillé. Donc mon père, en gros, littéralement, il était taximan, donc il faisait du taxi à Mayotte. Il a économisé de l'argent et dès qu'il avait cet argent, il a pris un billet d'avion pour aller en France, donc Marseille. Pareil pour mes parents, ma mère, elle a dû donc venir en France avec ma grand-mère. Ils ont pris des billets d'avion pour venir en France. Ils sont installés dans les quartiers de Marseille, vraiment les quartiers délabrés, genre les quartiers nord, tu vois, la Castellane, etc. Les quartiers les plus chauds de Marseille. Donc c'était à base de chiens, de pisse, à base de dealers, de drogue, d'agression, de tout ce que tu veux en fait. Donc c'était assez chaud pour eux parce que c'était vraiment les quartiers les plus chauds de Marseille. Vraiment, c'est. Après, Marseille, c'est les cités les plus chaudes de France, donc ça, c'est incroyable, quoi. Après, à 1 an, du coup, mon père biologique, il est parti chercher du lait. Donc, même pas bio, mais même pas entier. Donc, en gros, mon père, il est parti quand je suis né, donc à la naissance. Donc, je pense que ça arrive à plein de gens qu'ils ont un père qui est parti à la naissance. Il y a les clichés des mecs des îles, etc. Moi, ça m'est arrivé aussi. Ça a dû peut-être t'arriver à toi, ça va peut-être t'arriver enfin, à d'autres gens, etc. Il y a plein de gens, en fait, qui ils ont un beau-père. Il y a plein de gens qui leur père est parti à la naissance ou qui est parti quand ils étaient petits. Ça arrive, tu vois. Même moi, ça m'est arrivé. Mais ça veut pas dire pour autant que tu vas être déséquilibré et que tu vas pas réussir à avoir une vie qui est bien et qui est fun. Pour te montrer en fait à quel point, même quand ton père il est parti quand tu étais petit, tu peux avoir une vie qui te correspond et qui te plaît au final, quoi. Donc à ce moment-là, du coup, je vivais avec mon beau-père et ma mère. Et donc on prenait le bus pour faire les courses. Ma mère a touché littéralement le RSA. Parce qu'en gros, ma mère, quand je suis né, il faut savoir une chose, ma mère et moi, on a littéralement 20 ans d'écart. Donc c'est-à-dire que quand je suis né, ma mère avait 20 ans. Donc elle venait, non, elle avait 19 ans, 20 ans. Elle venait à peine de terminer le bac. Donc ça veut dire que grosso modo, ma mère, elle a pas eu le bac parce que quand c'était le bac, donc c'était la terminale, j'étais dans son ventre. Elle était enceinte de moi. Donc, elle a pas pu avoir de diplôme, elle a pas pu faire des études et donc elle a touché le RSA. Elle venait littéralement de rater ce mois pour ma naissance. À la base, j'étais pas un enfant qui était prévu, mais elle voulait absolument m'avoir. Dès qu'elle a su que j'étais dans son ventre, elle s'est dit, non mais je le garde, ce psy, voilà, c'est mon enfant, je le garde, j'avorte pas, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et aujourd'hui, je suis né. Et je pense que c'est le meilleur move qu'elle a fait de toute sa vie, hein, selon moi. Après, tu vois, c'est pas d'arrogance. Mais grosso modo, du coup, j'ai vécu avec mon beau-père et ma mère. C'était la galère la plus totale. On prenait le bus pour aller faire les courses. Ma mère, elle touchait le RSA, c'était la galère. On vivait dans un appartement de médiocre à Limoges. Du coup, à ce moment-là, c'était pas à Marseille, c'était à Limoges. Mon beau-père, il était pas trop là parce que du coup, il partait faire des chantiers, je ne sais où, parce que il travaille en gros, enfin, je te le dirai plus tard, mais il partait faire des chantiers à X, enfin, X à gauche, etc. Enfin, il partait tout le temps en fait, et on le voyait que le week-end. Donc, puis ensuite sont venus au monde mes trois petites sœurs et mon petit frère. Donc, mes petites sœurs et moi, on a 2 ans d'écart, 2 3 ans d'écart. Et mon petit frère, on a 6 ans d'écart. Donc, ils sont venus au monde un peu plus tard, quoi, bien après. Et donc, ça fait que j'ai trois petites sœurs et un petit frère. Donc, je suis l'aîné de cette fratrie-là. Et je suis également le plus grand de toute une lignée. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur la génération, ma génération, je suis le plus grand. De tous mes cousins, cousines, je suis le plus grand. Et donc, ça donne énormément de responsabilités, énormément de poids sur les épaules et de choses à faire pour montrer aux autres qu'en fait, la voie, elle est toute tracée, que nous aussi, on peut réussir. Donc mon beau-père, donc il livrait du béton pour une entreprise dans toute la France. Donc on voyait que le week-end, donc c'était cette entreprise, la Unibéton. Donc c'est-à-dire qu'il faisait les chantiers en France. En gros, il pouvait aller à Paris, puis le lendemain il était je sais pas, à Angers, puis le lendemain il était à Lille. En fait, pour livrer du béton dans toute la France. Donc il touchait un bon salaire. Je pense qu'il devait toucher 3000 balles par mois, tu vois, entre 3000 et 4000. Mais il était jamais là en fait. Il était là que le week-end, donc on le voyait que le samedi. Et le dimanche, vite fait le matin. Après, il partait pour aller au travail, loin, je ne sais où, à sa centrale. Et donc ça, on en a beaucoup pâti. Du coup, on a vécu surtout avec notre mère. Donc c'est surtout principalement ma mère qui m'a éduqué et ma grand-mère, puis ça on le verra après. Donc j'ai vraiment vécu avec ma mère, grosso modo je suis un fils à maman, entre guillemets. Donc ma mère était aide-soignante, donc elle enchaînait les heures à l'hôpital. Du coup, qu'est-ce qu'elle elle voulait devenir médecin urgentiste,
Mais elle a pas pu parce que du coup, pas d'études, pas de bac, pas de diplôme, parce que je suis né, et parce qu'elle s'est occupée de moi, et parce qu'elle le voulait, donc c'est pas quelque chose qu'elle a subi, elle le voulait vraiment, donc ça c'est cool. Mais du coup, elle a été aide-soignante, donc elle a enchaîné les heures à l'hôpital. Et en fait, aide-soignante, c'est pas un métier cool. C'est un métier où tu t'occupes des gens, tu dois les porter, donc ça fait mal au dos. Ma mère, elle est toute petite en plus, elle fait 1,55 m. Tu dois porter les gens, tu dois les laver, tu dois parfois même leur laver les fesses, tu dois leur donner à manger, prendre soin d'eux. Et en fait, c'est un beau métier parce que du coup, tu aides l'humain, mais au plus proche, 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 proche. Mais elle, du coup, bah, c'était dur pour elle physiquement parce qu'elle est toute petite, elle est toute compacte, enfin, elle a pas beaucoup de force, ma mère. Enfin, c'est une petite femme, quoi. Donc forcément, c'était compliqué pour elle. Et bah, elle a été aide-soignante et elle enchaîne du coup les heures à l'hôpital pour que nous on puisse se nourrir. Mais du coup, au moment où elle travaillait énormément pour pouvoir redresser les fonds, pour pouvoir qu'on puisse manger et avoir un cadre de vie qui est normal, qu'on puisse aller à l'école, etc., et bah, on vivait surtout chez ma grand-mère. Donc, ça, je vais te raconter juste après. Donc, du coup, on passait tout notre temps chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, en fait, elle n'était pas du tout tendre avec nous. C'est-à-dire que, bon, on peut l'aimer, on peut ne pas aimer, c'est pas le sujet du jour, on s'en fout. Mais elle n'était pas très tendre avec nous. C'est-à-dire que elle était un peu violente, elle insultait en fait énormément, elle pouvait frapper, enfin, c'était pas cool, quoi. C'était vraiment pas cool du tout d'y chez ma grand-mère. Et pourtant, j'ai vécu pendant une dizaine d'années chez elle, jusqu'à ce que bon, finalement, maintenant, je la vois plus parce que j'ai plus envie de la voir. Et maintenant, il y a plein de gens que je vois plus dans ma famille parce que j'ai plus envie de les voir. Et ça, tu vois, c'est dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Et je sais que ça peut t'arriver à toi aussi. Il y a peut-être des gens qui dans ta famille qui sont insupportables. Et dans ces cas-là, c'est ok de plus les voir. Tu vois, c'est ok. On n'est pas obligé de se forcer parce que c'est la famille, parce que si tu m'as fait du mal, tu m'as fait des crasses, mais casse-toi, tu vois. C'est normal pour tout le monde. C'est normal. Donc, enfance tranquille, mais problème de famille sur problème de famille, je les épargner, mais c'était un peu le chaos à la maison. Donc, enfance tranquille dans le sens où j'allais à l'école, je mangeais bien, je dormais bien, j'étais bien. En fait, j'avais un environnement qui était ok. Parce que ma mère, elle se battait pour ça, mais beaucoup de problèmes de famille. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur ce qui je suis aujourd'hui. Ça m'a donné énormément de responsabilités, ça m'a fait faire énormément de choses plus rapidement, ça m'a fait comprendre énormément de choses plus vite, parce qu'en fait, on avait beaucoup de problèmes de famille. Donc, ça c'était compliqué. Donc la seule chose qui nous maintenait, c'était l'école. Parce que moi, du coup, il faut savoir que j'étais vraiment excellent à l'école. J'étais vraiment excellent. Et c'est pas pour me vanter, j'étais vraiment très, 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 très bon. Donc j'avais 18 de moyenne au collège et 16-18 au lycée. Il faut savoir que j'avais pas les mêmes conditions de vie que les plus riches de mes classes. J'avais pas les mêmes conditions de vie que les mecs qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient prendre le temps d'étudier, qui lisaient des livres. Mais pourtant, bah, je réussissais à avoir les mêmes notes qu'eux. Genre, faut savoir que c'est une performance qui est aberrante. Et je tiens à le souligner, pas pour me jeter des fleurs et pour m'auto-sucer, mais pour vraiment faire comprendre que, en gros, j'étais excellent de base à l'école, donc j'avais vraiment des grosses aptitudes. Mais en fait, ça c'est important que tu le comprennes parce que du coup, ça aide à beaucoup de choses et ça définit beaucoup mon parcours pour la suite. Parce que du coup, c'est-à-dire que j'avais des facilités énormes à l'école parce que j'étais très intelligent, je comprenais très vite les choses, j'arrivais vite à implémenter, je retenais beaucoup les choses. Et donc, malgré le fait que j'étais pas dans un environnement qui était incroyable, que j'avais pas une bibliothèque de fou chez moi, que j'avais pas des parents qui étaient médecins ou je ne sais quoi, et ben je m'en sortais aussi bien que tous les gens justement qui avaient cette famille-là. C'est là où en fait c'est très fort et c'est là où je suis très content. Et c'est là où je remercie profondément ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Parce que ma mère, les gars, il faut savoir que quand j'étais à l'école, quand je faisais une dictée, je me souviens, j'avais 6 ans, 7 ans, je faisais une dictée. D'ailleurs, il faut savoir que je savais lire et écrire à 5 ans, 4 ans. Genre, vraiment, j'étais vraiment en high level niveau école, j'étais très, 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 très smart. Et en fait, ma mère, à chaque fois que, imaginons, tu devais écrire le mot, je sais pas moi, bouteille, si jamais je loupais un L ou je sais pas, je mettais un T en trop, et ben, je devais écrire le mot 10, 20, 30, 50 fois, jusqu'à que ça rentre en fait. Du coup, j'ai appris à écrire très bien, très tôt, très vite. J'ai appris à lire très bien, très tôt, très vite. Et ça, c'est trop bien. Ça m'a donné des aptitudes à l'école qui étaient vraiment exceptionnelles. Ça, c'est très, très cool. Mais pour moi, le collège a quand même été un véritable trauma. Ouais, comme tout le monde, je pense, le collège a été dur. Pourquoi? Parce que littéralement, bah, je ressemblais à un rat. Et du coup, j'en subissais énormément les conséquences avec les filles. Ça, c'est à peu près comme tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, je voulais juste des femmes, quoi. Je voulais juste pouvoir chercher avec une fille, rigoler, me mettre en couple, voilà, l'embrasser, lui faire des bisous, venir en date avec elle, lui offrir des fleurs, comme tout le monde. Mais je ressemblais à un rat, à ça du coup. Et ça encore, c'était, je pense que c'est la partie la moins pire de moi. Quand j'étais au collège, j'étais encore pire que ça un peu avant, mais c'est pas grave. Et du coup, j'en subissais largement les conséquences avec les filles. Parce que du coup, bah, j'étais pas attirant, j'étais moche, j'étais pas grand, j'étais pas musclé, j'étais pas fort. J'étais juste intelligent et drôle. Enfin, drôle, j'étais normal quoi. J'étais un mec avec qui tu pouvais rigoler, avec qui tu pouvais discuter. Mais j'étais pas un mec transcendant avec qui tu pouvais vraiment avoir une discussion incroyable, qui te faisait raisonner, qui te faisait avoir des émotions de fou. Que nenni. J'étais juste un rat en fait. Et donc, j'étais tellement moche et skinny qu'une fois en fait, il m'est arrivé un traumatisme énorme. Ça m'a traumatisé pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est réglé évidemment. En gros, j'étais tellement moche et skinny, tellement vraiment j'étais une merde, qu'une fois j'ai envoyé ma tête à une fille sur Snap et en fait elle était avec ses copines et elles ont rigolé sur moi. Elles m'ont toutes insulté, elles m'ont dit
plus jamais t'envoies une photo de ta tête, t'es trop moche, etc. Mais pour de vrai. Et c'est pas en mode on rigole. Elles m'ont vraiment dit non, mais t'es trop moche, on va plus jamais ta tête, etc. J'ai trop honte devant mes copines parce que tu m'as envoyé ta tête. Arrête de faire ça, arrête de faire ça. Ça m'a trop mat. Les gars, ça m'a trop mat. Je vais pas dire le nom de la fille, mais aujourd'hui, bah, je pense que je l'expose dans tous les domaines de sa vie et qu'elle est bien en bas par rapport à ce que je suis aujourd'hui, que c'est bien une tape, une tana. On va dire une tana pour rester poli. Voilà, mais en gros, j'étais tellement une merde. J'étais tellement moche, skinny, j'avais tellement rien pour moi, à part le fait que j'étais intelligent et avec qui tu pouvais avoir des bonnes discussions. Bah, j'étais pas développé socialement, j'avais pas les skills que j'ai aujourd'hui, j'étais pas capable de discuter avec une fille, j'étais pas capable d'emmener une discussion, de faire rire les gens, d'ouvrir des esprits, j'étais pas capable de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc j'en ai vraiment pâti au collège. Le collège, c'était chaud. Donc pendant 4 ans, je galérais énormément avec les femmes. Et bah, littéralement, je pense que j'étais même le cas le plus désespéré de ma promo. Donc ma promo, donc imaginez les sixièmes, j'étais peut-être le pire mec des sixièmes pour les meufs. Bah, aucune nouvelle de moi. Et j'ai vraiment pâti de ça. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi tu parles autant des femmes, etc. Alors que c'est pas le plus important. En vrai, quand tu es un adolescent et que tu vois tous tes potes qui gèrent des meufs, tu vois tous tes potes qui sont avec des filles, etc. Toi, tu es là en mode, mais pourquoi pas moi, tu vois? Parce que c'est un désir primal, c'est un désir primaire, c'est un désir primitif, pardon, de vouloir avoir des femmes. Et moi, je les avais pas. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas le droit? Qu'est-ce que j'ai pas? Je suis moche. Je m'en voulais en fait. Je m'en voulais vraiment d'être moche. Je m'en voulais de pas être musclé. Je m'en voulais vraiment. Et j'ai eu un électrochoc. Un électrochoc en troisième. En gros, c'était le confinement et c'est là où j'ai commencé le sport. Mais j'ai eu un électrochoc de malade parce que vraiment, en fait, j'avais enchaîné juste des râteaux sur des râteaux sur des râteaux sur des râteaux avec des filles plus belles, moyennes belles. J'ai enchaîné râteau sur râteau sur râteau sur râteau sur râteau. Échec de relation, j'ai foiré plein de trucs. Et ça, c'était vraiment un de mes problèmes les plus majeurs, c'était les relations avec les femmes, c'était vraiment mon plus gros problème ever. Et j'avais pas honte de le dire parce que bah, ça arrive à plein de gens, tu vois. On pourrait croire qu'aujourd'hui, c'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est pas du tout un problème pour moi. Ça avance très bien, ça roule très très bien. Mais avant, c'était un énorme problème. C'était vraiment un fléau, ce truc-là. Et j'en ai vraiment pâti et ça m'a vraiment fait du mal, j'en ai vraiment souffert. Donc ça, faut vraiment le prendre en compte. Donc, troisième, électrochoc. Mais quand je dis électrochoc, j'étais en mode putain, je suis skinny. Parce que, en fait, électrochoc, il est venu d'où? J'avais fait une bagarre contre un ami à moi, qui aujourd'hui je respecte énormément. Je vais pas citer son nom parce que voilà, mais il se reconnaîtra. C'est le M. Le M, vraiment un G. T'es un bon mec et je kiffe ce que t'as fait avec moi. Je kiffe comment t'as été avec moi. Tu m'as élevé, tu m'as fait grandir. Donc merci à toi. Et en gros, électrochoc, j'ai fait une bagarre. J'ai pas perdu. J'ai pas gagné. En fait, c'était juste une bagarre. Mais en fait, ce qui m'a énervé, c'est que je me suis senti faible. Je me suis dit, putain, là, j'ai pas eu le moyen de répondre. Bah, en fait, là, s'il avait voulu vraiment que ça parte en bagarre, il m'aurait peut-être frappé. J'aurais peut-être frappé à côté, mais j'avais pas les skills nécessaires de me défendre. Parce qu'en fait, j'étais skinny, j'étais vraiment skinny, les gars. Genre, j'étais vraiment skinny. J'étais pas très grand. J'étais même le plus petit de mes potes, en fait. Donc, je me suis dit, ok. Donc, je commence le sport pendant le Covid, à 14 ans. Donc, pendant que c'était le Covid, tout le monde était enfermé. Moi, je faisais des pompes je me suis envoyé des pompes. Je me suis envoyé des calories. Et en fait, à ce moment-là, je faisais littéralement 54 kilos. Et je suis monté du coup à 63, 64 kilos en 2 mois. Ouais, 2 mois, j'ai pris 10 kilos. Je me suis arraché à la bouffe. J'ai fait des pompes. J'ai fait des abdos. Je me suis tabassé tous les jours. J'avais un programme abdos. J'étais grave dessiné. J'avais un programme pompe. J'étais grave dessiné. Genre. Et c'est en fait ça, c'est mon physique après street workout. Donc ce physique que vous voyez là, tout de suite maintenant, c'est pas la salle qui m'a donné. Ça, c'est justement cette photo-là. C'est le premier jour à la salle. Donc c'est le jour où je suis arrivé à la salle de sport. Mais là, j'avais déjà 1 an et demi de poids de corps à la maison où j'avais bombardé. J'avais fait beaucoup de pompes, j'avais bien mangé, etc. J'avais bien dormi. J'ai regardé beaucoup de vidéos de manga workout à l'époque. Vraiment, je regardais beaucoup ces vidéos manga workout. Idriss, les gars, mec, il m'a sauvé. Ce mec m'a sauvé la vie. J'ai les larmes aux yeux tellement il m'a sauvé la vie. Ce mec, il m'a appris à faire des pompes. Il m'a appris qu'il fallait être un homme. Il m'a appris que l'esprit shonen. Il m'a dit voilà, mec, tu regardes des animés, mais c'est pas grave, t'es un bon esprit shonen, frérot. Il m'a tellement appris de choses. Ça m'émeut parce qu'en fait, il m'a vraiment sauvé la vie. Vraiment, manga workout, en termes d'entraînement, il m'a dit voilà, faut faire ci, fais ça. Voici le template. Je faisais tous ces entraînements, je faisais tout ce qu'il disait de faire. Et j'ai pris grave le poids. Et quand je suis revenu du coup, après le Covid au collège, donc c'est le dernier mois, tout le monde m'a dit ouais, Yakin, t'as pris des épaules de fou, t'es devenu plus carré, c'est fou, tu t'es musclé, c'est incroyable, t'as l'air mieux, etc. Et en fait, quand on m'a dit ça, c'était la première fois de ma vie qu'on me faisait un compliment physique. C'était la première fois de ma vie. Je me souviens, c'était une fille en plus. Elle s'appelle Luna. Et genre, je pense qu'elle l'a oublié. Si elle voit cette vidéo, elle se dira, mais what the fuck, tu vois. Elle a dû oublier, mais moi, ça m'a marqué à vie parce que c'était la première fois qu'on me faisait un compliment physique. Donc, c'est pas en mode t'es gentil, t'es intelligent, t'es drôle. C'était vraiment un compliment sur ton physique. Et ça fait trop plaisir, les gars. Ça m'a fait trop plaisir. Et en gros, elle m'a juste dit, waouh, Yakin, incroyable. T'as pris des épaules, t'es devenu plus carré, c'est trop bien.
Et même aussi ma meilleure pote qui s'appelait Camille, qui m'a dit aussi, ouais, t'as pris des épaules, t'es devenu carré, c'est trop bien, tu t'es musclé, t'as fait comment pour faire ça, etc. Et à ce moment-là, j'étais en mode, waouh, incroyable. Et je me suis dit, mais incroyable, vraiment. Et du coup, bah, j'ai continué le sport. J'ai jamais arrêté. En fait, dès ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Parce que je me suis dit, bah, compliment. Même des belles filles me disent que j'avais des bonnes épaules. Je me suis dit, non, mais continue, mec. Tu vois, ce malin continue. Et du coup, je me suis inscrit à la salle à 17 ans. Mais il y avait encore un problème qui subsistait encore. J'étais ultra accro à la pornographie. Les gars, ça peut faire mal de l'avouer. Moi, ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, c'est réglé à 1000%. J'ai pas regardé de pornographie depuis. Je sais même pas c'était quand la dernière fois pour vous dire, c'était il y a trop longtemps. Je pense c'est en année là, littéralement. Et en gros, j'étais ultra accro à la pornographie. J'étais vraiment la pire vermine qui soit dans ce domaine-là. Faut vraiment savoir que c'est pas que je me branlais une fois par semaine. C'est pas que je me. On va pas dire le mot. Voilà, parce que c'est bizarre. C'est pas que je me LeBron Jamesais une fois par semaine. Non. Je me LeBron Jamesais every day, deux, trois fois par jour. Les gars, c'était insane. Je me LeBron Jamesais tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce qu'en fait, je voulais juste un désir d'attention féminine, mais je l'avais pas encore, parce que du coup, j'avais pas encore les skills. J'étais pas encore très beau. Et du coup, je me butais à Cannes. Je me butais au frérot, tu vois. Mon poil, il était explosé. Il était explosé. Donc, j'étais vraiment la pire vermine qui soit. J'étais sur Twitter. Je regardais des threads sur des trucs comme ça. Je regardais des trucs H. Des haines. Voilà, des haines. Voilà, je te laisse finir la suite. J'étais vraiment une vermine, les gars. J'étais vraiment ultra accro à la pornographie. C'était hardcore. Mais quand je vous dis c'était hardcore, aujourd'hui, je m'en fous de le dire, tu vois. Je le dis en rigolant parce que je sais que c'est plus le cas du tout. Mais putain, à ce moment-là, j'étais vraiment une sacrée vermine. Mais je m'en veux pas du tout parce que ça m'a fait aujourd'hui. C'est mon parcours, je l'assume et je l'accepte. Et même, je suis très content d'avoir fait ça parce que du coup, ça m'a amené aujourd'hui à comprendre en profondeur la psychologie derrière une addiction. Enfin, même si je peux t'aider à fond par rapport à ça. Et donc, l'addiction, je l'ai vaincue après. Ensuite, je tombe sur mes deux mentors spirituels, que d'ailleurs j'ai rencontrés en plus, Kylian Sensei, Hamza. Ces deux mecs, ils ont changé ma vie. Quand je te dis qu'ils ont changé ma vie, je crois que tu te rends pas compte à quel point ils ont changé ma vie. Et en fait, il y a une vidéo de Kylian Sensei que j'avais regardée qui m'avait traumatisé, mais attends, je vais juste te la montrer, je fais pause pour te la montrer. Ok les gars, du coup, j'ai retrouvé la vidéo. En fait, c'est cette vidéo-là de Kylian Sensei qui s'appelle NoFap. Pourquoi tu craques toujours, comment tenir autant que tu veux, très simplement. Donc c'est il y a 4 ans. Et en vrai, cette vidéo-là, quand je l'ai vue la première fois, j'étais choc barre. Quand je vous dis j'étais choc barre, écoutez la vidéo. Ah, d'autres bites en train de troncher des meufs que j'aurai jamais de ma vie. Et en fait, cette vidéo, à ce moment-là, elle m'avait littéralement retourné. Mais moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mon ego, il a été brisé. Je me suis dit, non, Kylian, arrête, c'est quoi ces vidéos? Il est fou, ce mec, etc. Donc je ghost. Je me dis, non, mais ce mec, vas-y, il casse les pieds. Pourquoi il parle de ça? Il est fou. Je fais ce que je veux. Je suis un mal dans tous les cas. J'étais vraiment remonté. J'étais vraiment remonté contre la vidéo. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Et en gros, je l'ai revu 3 4 mois plus tard. Et je me suis dit, putain, en fait, il avait raison. Il avait raison. Excuse-moi la grosse merde. Donc j'ai regardé plein de vidéos de Kylian Sensei. Je me suis buté à Kylian Sensei. J'ai écouté tout ce qu'il disait. Relation homme-femme, Red Pill. MGTO, les gars, j'étais dedans à fond. J'étais vraiment dedans à fond. Et je suis tombé ensuite sur Hamza au lycée. Hamza, les gars, il m'a changé la vie. J'ai regardé toutes ces. Je pense que sur sa chaîne YouTube principale, les gars, vous allez être choc barre. Et j'ai regardé toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, je les ai regardées. Vraiment, parce qu'il m'a changé la vie. En fait, à ce moment-là, j'avais pas de repère, j'avais pas de guide masculin, j'avais rien. J'avais juste mon oncle que j'avais rencontré il y a peu, quand j'avais 17 ans. Mais du coup, j'avais pas de repère masculin. Et en fait, ces deux mecs-là, ils m'ont vraiment dit, ok, les femmes, ça fonctionne comme ça. Donc, Yann Sensei m'a vraiment pris. Il m'a dit, les femmes, ça fonctionne comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Au début, j'avais du mal à accepter. J'étais en mode, non, elles sont pas tout pareilles. Kylian, tu fais des généralités, arrête. J'ai accepté au final, et voilà, j'ai accepté. Ouais, c'est tout des tas. Non, c'est faux, c'est faux. J'adore les femmes, les gars. J'aime les femmes. Je suis amoureux de toutes les femmes, de toute façon. Voilà, toutes les femmes, hein. Toutes les femmes, j'ai bien précisé toutes les femmes. Mais du coup, il m'a fait comprendre la nature féminine, et moi j'étais en mode, ok, bon, soit. Ça fait mal, mais soit. Ok. Ensuite, il y a Hamza, et lui il m'a vraiment fait comprendre l'importance d'être un mec en discipline, tu vois. Il m'a fait comprendre l'importance de, ok gros, tu veux une vie de luxure, tu veux une vie de femme, tu veux une vie d'aisance, de richesse, et bah il va falloir que tu sois discipliné. Il disait une phrase qui m'a marqué à vie. Do the hard work, especially when you don't feel like it. Ça veut dire, fais le travail, surtout quand on n'a pas envie. Genre, sois discipliné, même quand on n'a pas envie, surtout quand on n'a pas envie. Et c'est surtout le moment où on n'a pas envie, tu dois le faire le plus. Exemple, cette vidéo, je me suis dit, j'étais en mode putain, est-ce que je la fais maintenant ou pas? Fais-la, gros, fais-la, qu'est-ce que t'as comme fais-la. Et Hamza, il m'a vraiment transmis la discipline à fond. Vraiment en mode, sois discipliné, fais ci, fais ça, lève-toi à l'heure, fais des routines, va au sport, don't be a skinny bitch, muscle-toi et tout. Et c'est vraiment lui, mais j'étais matrixé par Hamza, les gars. J'étais vraiment matrixé. Et d'ailleurs, une chose à savoir, je l'ai rencontré.
Donc on se parle aujourd'hui, je l'ai rencontré, on se follow sur Instagram, on se parle sur Instagram et on se parle même dans la vraie vie parce qu'en fait on va dans le même fight club, on est dans la même salle de sport aujourd'hui à Bali. Et du coup on se parle très souvent et c'est trop cool. Ce mec est trop cool. Vraiment il est trop cool, il est vraiment trop cool. Et donc c'est mon mentor que j'ai rencontré aujourd'hui et c'est là où je me suis dit putain, il m'a changé la vie. Aujourd'hui je suis un mec capable de lui parler, qui voyage comme lui, qui fait comme lui, donc c'est génial, tu vois. Donc voilà, c'était mes deux mentors qui m'ont fait comprendre la vie, ils m'ont changé la vie. Il y en a d'autres que je parlerai après, évidemment. On pense bien à RD, Robin Dupuis, TM, Thibaut Marty, et plein d'autres encore une fois. Mais on va revenir après. Donc là, j'arrête le porno, je prends ma vie en main, je vais au sport, je lis des livres sur le dev perso, je me lance. En gros, il y a tout qui est en place. Voilà, j'arrête le pornographie, je commence à arrêter pendant plusieurs mois, je me branle plus du tout. Ma vie, je la reprends en main, je vais au sport, je lis des livres sur le dev perso. En gros, je fais tout ce qu'il faut pour que ça remonte bien et vraiment ma vie, elle s'améliore. Et d'ailleurs, c'est de mieux en mieux. Tu vois que physiquement, c'est de mieux en mieux. Tu vois, je m'habille plutôt correctement, c'était cool. Mon faciès, il était bien, j'avais une bonne coupe de cheveux. Bon, c'était de mieux en mieux. C'était pas encore incroyable, c'est pas comme aujourd'hui, mais c'était de mieux en mieux. D'ailleurs, putain, c'est ouf le globe quand même. Ça me fait rire. Mais du coup, c'était de mieux en mieux. C'est tellement de mieux en mieux que j'ai même une copine à ce moment-là. J'ai une copine et c'est littéralement la femme qui a changé ma vie à jamais. Euh, je sais même pas quoi le dire. En fait, elle a juste changé ma vie. En fait, c'était vraiment un amour. C'était un amour. J'ai rien à dire. C'était un amour. Donc, c'était l'amour fou. Donc, je parle jamais de elle, mais en fait, c'était vraiment un amour qui était ultra puissant. Elle m'a donné tout ce que j'avais besoin pour grandir en tant qu'homme. Elle m'a donné tout. Elle m'a tout donné en fait. Elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné. Le soutien émotionnel, le soutien rationnel, le soutien spirituel, le soutien physique, tout ce que tu veux, elle m'a donné. Tout ce que tu peux rêver en tant qu'homme, bah, cette femme-là me l'a donné. J'ai tout eu avec elle et c'était incroyable. On a eu une connexion. On a eu une connexion, un amour qui était. C'était waouh. Mais c'était. Gros, c'était. Waouh, waouh, waouh. C'était vraiment haut. Et je peux même pas te décrire à quel point c'était haut. En fait, ça avait aucune limite. C'était un puissant fond d'amour. C'était incroyable. C'était même pas un puits, c'était une mer d'amour. C'était incroyable et c'était trop cool. Du coup, c'était l'amour fou. Donc, je la remercie énormément pour tout ce qu'elle a fait. C'est moi qui l'ai quitté à la toute fin de notre relation. Bon, je vais pas expliquer les raisons ici. J'ai un peu la flemme, je t'avoue. C'est privé. Mais voilà, c'était l'amour fou et elle m'a fait grandir énormément. C'était trop bien, c'était incroyable. J'ai kiffé ma vie avec elle. Et vraiment, bah, le fait de m'être amélioré, j'ai eu accès à une femme comme elle. Et en fait, on était vraiment sur les mêmes énergies, la même longueur d'onde. On avançait vraiment bien. Elle était hyper smart. Elle était hyper smart, les gars. Hyper mignonne, hyper smart. Elle était trop intelligente. On apprenait tout le temps des choses l'un avec l'autre. On rigolait beaucoup. On rigolait tous les jours, mais des fous rires de fou tous les jours, everyday. On faisait des dates de fou, c'est trop bien. Donc, on s'est régalé. C'était l'amour fou. C'était l'amour fou, je me suis régalé. Et je souhaite à tout homme de vivre ça. Vraiment, je souhaite à tout humain de vivre un truc aussi intense. Je suis sincère, sincère. Donc, encore une fois, je ne la remercierai jamais assez. J'espère qu'elle va bien. Et du coup, je recommande à tout homme de vivre une relation comme moi j'ai vécu parce que c'est important. Ça te forge. Ensuite, Sciences Po. Donc là, on arrive en 2023, c'est la rentrée des classes. Moi, du coup, je fais Sciences Po Bordeaux. Parce que du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais très fort à l'école, j'étais vraiment très smart. Et donc, j'ai fait Sciences Po Bordeaux. Sciences Po Bordeaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une très grande école en France. C'est une école de politique, c'est une école de sciences politiques, de géopolitique, d'histoire. C'est une école en fait qui forme les futurs grands chefs. Donc les futurs chefs d'entreprise, les futurs politiciens, les futurs bureaucrates. En fait, tous les futurs grands hommes, bah, ils sont formés à Sciences Po. Et moi, du coup, j'en faisais partie. Parce que du coup, j'étais très fort à l'école. Faut savoir que vraiment, les gars, intégrer Sciences Po, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Il y avait 4000 candidatures. On est 250 prix. Genre, c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment c'est hardcore d'intégrer Sciences Po. Et j'ai été pris à Sciences Po Bordeaux. Voilà, donc, j'étais très content. C'était trop cool. C'était vraiment, quand j'ai été pris, les gars, j'étais à poil. C'était vraiment la meilleure nouvelle de ma vie. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand j'étais pris à Sciences Po, mon avenir était tracé. J'étais en mode, ok, c'est bon. Maintenant que je suis à Sciences Po, je suis sûr de réussir. Et je suis sûr d'avoir une vie qui va être trop bien, quoi qu'il arrive. J'en étais sûr et certain. En fait, je me suis dit, maintenant que je suis à Sciences Po, je peux faire ce que je veux parce que maintenant je suis sûr d'avoir une vie qui est trop bien. Parce qu'en fait, Sciences Po, c'est vraiment la porte à une vie qui est trop bien. Je vous dis, les gars, là-bas, quand j'y étais, du coup, les gens qui étaient là-bas, 99% des gens, c'était des gens qui étaient très aisés de base, qui venaient d'une grande famille. Juste, c'était des hypocrites qui disaient, moi, je suis de gauche et de gauche. C'était faux. Ils venaient d'une grande famille, ils avaient des piscines chez eux, des piscines creusées, une maison de ouf, luxueuse, 3 étages. Moi, j'avais pas ça, tu vois, j'avais pas ça. Et je blâme pas en mode, ils ont ça, moi, j'ai pas ça. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'en gros, on n'avait pas les mêmes conditions de vie de base et il y avait très peu de gens qui étaient comme moi à Sciences Po. Il y avait très très peu de gens. Donc ils comprenaient que voilà, fallait grind, fallait avoir la grinta, fallait se lever. Parce que moi quand je dis je me levais à 5 heures pour travailler en plus sur mon business, pour faire ceci, pour faire cela, avec nanani nanana, et je me disais ah ouais putain t'es fou mec,
Mais moi, j'avais la dalle. Moi, j'avais juste la dalle. Hashtag la faim. Hashtag la dalle, mon gars. Moi, j'étais affamé. J'étais affamé. Je me levais à 5 heures du matin. Je suis allé courir. Je revenais. Je faisais un deep work de 2 heures sur mon business. J'arrivais en cours à 8 heures. Hop, je tabassais les cours. Je revenais à midi, je mangeais pas, je mangeais dans une petite salle, je faisais encore 1 heure de business. J'allais en cours. Après les cours, j'allais à la salle de sport, je revenais, je tabassais encore 3 4 heures de business, plus mes devoirs. Le lendemain matin, je me réveillais à 5 heures, je me couchais à 2 heures du matin. Et les gars, j'avais trop la green, j'avais la dalle. Et à ce moment-là, j'étais dans un 16 mètres carrés à Bordeaux, j'avais la dalle, les gars. Genre, quand je vous dis j'avais la dalle de réussite. Vraiment, les gars, l'arc Sciences Po, je pense que c'est l'arc où j'étais le plus discipliné de toute ma vie pour l'instant. Bon, après, j'ai que 19 ans, bientôt 20 ans, donc je peux pas parler encore une fois, mais à ce moment-là, les gars, j'avais la dalle. J'avais vraiment la dalle. Je me levais à 5 heures. Je me couchais à 2 heures. Je me levais le matin. J'étais en pleine forme. J'étais bien stock. Je me levais, je courais. Je faisais des marathons à ce moment-là en plus. Mais c'était vraiment une machine de guerre, de discipline. Vraiment, l'arc Sciences Po, les gars, ça m'a forgé. Parce que je devais tout faire en même temps, plus que tout le monde. C'est-à-dire que je devais avoir les mêmes résultats que tout le monde au partiel, plus mon business qui devait tourner à côté. Les gars, c'était une gymnastique mentale. Je me suis dit, hé, débranche et fais ce que tu as à faire, mec. Débranche, fais ce que tu as à faire. Donc j'ai débranché, j'ai littéralement fait tout ce que j'avais à faire. Les gars, j'étais une machine. Vraiment, j'arrivais en cours. J'avais déjà fait 3 heures de trucs avant, plus un run de 10 km et j'arrivais en cours. Normal, full testostérone. Voilà, j'étais. Ah, je respire bien, je respire bien. Je faisais les cours. Je revenais jeter les cours. J'avais les mêmes notes que tout le monde aux examens. Vraiment, les gars, j'ai passé Sciences Po. Bon, je sais pas combien j'ai eu à la fin, mais j'ai validé l'année à 12, les gars. J'ai validé l'année à 12, les gars. Non, à 11 12. J'ai validé l'année, pardon, à 11 12, les gars. 11 12 à Sciences Po, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 14, c'est les meilleurs pour te dire. Donc j'ai validé l'année à 11 12. Euh, Ce qui est hardcore. Et c'est très bien, tu vois. Donc ça veut dire à quel point vraiment j'étais très investi, à quel point j'étais très fort. Donc j'ai bien rigolé à Sciences Po. J'adorais les cours, mais malheureusement, ça s'est mal passé avec quelques gens. Et donc il y a quelques G que j'apprécie encore, donc notamment les mecs sur la photo. Tous les mecs sur la photo, les gars, je vous aime de toutes mes forces, les gars. Je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais je vous aime de toutes mes forces. Et si vous la voyez, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi que ce soit. Je vous aime tous, les gars. Sur la photo, tous, les gars. Vous avez tous apporté un truc, vous êtes tous des G. Donc j'aimais bien l'école, j'aimais bien les cours, j'aimais bien mes frères. Mais il y avait trop de gens qui m'aimaient pas et j'avais trop une mauvaise ambiance là-bas. Ça me tirait trop vers le bas en fait. Il y avait trop de gens qui étaient toxiques, qui étaient polluants pour moi et qui m'ont vraiment fait du mal premier degré. Genre vraiment, je dis pas ça en mode j'abuse. Ils m'ont vraiment fait du mal et c'était pas cool. C'était vraiment pas cool pour moi. Donc à ce moment-là également, je fais la rencontre de mon frère. Donc je ne saurais que plusieurs mois après que cet homme-là, avec le sourire, change dans ma vie. Et je vous le dirai après pourquoi il a changé ma vie, comment il a changé ma vie, etc. Ensuite commence l'arc Bordeaux. Donc l'arc Bordeaux Turbo. Donc là, à ce moment-là, on commence à faire plein d'événements à Bordeaux. Donc ça, c'est mars, avril, mai. On commence à faire plein d'événements à Bordeaux. J'emmène mes clients, Angelo, Paco, Jacob, le frère de Jacob. Là, c'est tous mes élèves. Là, c'est Steve. Là, c'est quand on était en turbo avec moi. Là, on a l'aigle. À droite. Il y a Monsieur Pelletier. Et en gros, en fait, on s'amusait à aller dans la rue, on parlait avec les filles, on rigolait, on parlait avec les mecs, on interagissait avec les gens. En fait, on faisait kiffer quoi. Et c'était vraiment un arc incroyable. Et c'est là où j'ai commencé à ramener plein d'élèves chez moi dans mon 16 mètres carrés. Les gars, tous les gens qui sont là, ils ont dormi avec moi. Tous les gens ils sont tous dormi avec moi. Angelo, on a dormi ensemble pendant une semaine. Steve pendant une semaine. Mathieu pendant une semaine. Même il est venu chez moi, Mathieu. Il est venu chez ma mère, Mathieu aussi. Les gars, mes élèves, je les ai tellement kiffés, je les ai tellement aimés. Je les aime tellement aujourd'hui que je dormais avec eux. Les gars, je vous aime tous. On est Angelo, Steve, Mathieu, Joyce. Je vous aime tous, les gars. Vous êtes venus à Turbo. Il y a même aussi Alicia. Mais les gars, je vous surkiffe parce que vous m'avez vraiment montré quelque chose que j'avais un impact de fou. Et ça, c'est une photo de Steve quand il avait fait son glow up parce que Steve, ça vivait pas très bien. Il avait des chaussures de Naruto ou Dragon Ball Z, je sais plus. Il avait des t-shirts pas beaux. Il était pas en forme. Et là, il ressemblait à ça. J'ai bandé, les gars, quand j'ai lâché. Putain, Steve, t'es beau, mec. T'es beau, mec. Et là, j'étais trop content. Même Monsieur Pelletier, pareil, il s'habillait mieux. Angelo, pareil, il s'habillait mieux. En fait, je les ai vraiment fait glow up avec moi à Bordeaux pendant 3 jours. C'était un petit week-end qui coûtait 500 balles. C'était coûté rien du tout. Mais 500 balles, par contre, je te régale. Je te régale. Je te régale. Je te fais faire une accélération de vie de ouf. Et incroyable. Vraiment, j'ai kiffé ma vie avec ces mecs-là. C'était trop bien. Et ensuite, j'ai fait mon premier séminaire du coup à Toulouse. Donc là, c'est tous mes Toulousains. Donc là, on a mon petit Astor. Astor, d'ailleurs, j'espère que tu vas bien, frérot. Je sais que là, t'es en train de faire des galères en Australie, etc. T'étais en Argentine. En tout cas, grosse motivation, gros parcours que tu fais. T'es un bon. On continue ce que tu fais. Là, on a Coach Yoni, le GOAT. On a Lorca, GOAT. Angelo, GOAT. Steve, GOAT. Celui-ci, je vous en parle plus tard. Mathieu, GOAT. Kenzo, GOAT. Valentin, GOAT. Alicia, GOAT. Fauzi, GOAT. Kylian, GOAT. Je me souviens de tous les prénoms. Parce que je vous aime tous.
Même vos noms de famille, je m'en souviens. Je suis quasiment sûr, mais je vais pas le dire parce que confidentialité. Et là, on a El Grande Joris. Mais j'en reviendrai juste après. El Grande Joris, qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce que c'est trop bien. Et donc, ensuite, commence du coup l'arc de la conquête de la France avec mon frère blanc, Joris. Les gars, Joris, c'est mon frère blanc. C'est mon frère blanc. C'est aussi mon coach sportif actuellement. Donc, je l'ai payé pour qu'il me coach. C'est un trader. Il est trop chaud. Il me fait trop rire. Et c'est vraiment avec lui que j'ai commencé la conquête de la France. Quand je dis la conquête de la France, je ne rigole pas du tout. Les gars, la batte. Bon, les gars, avec Joris, on a sillonné toute la France. On a fait le nord, le sud, l'est, l'ouest, on a tout fait. En tout cas, on a surtout fait genre la côte nord-ouest. Donc du nord, en fait, on a fait de Nantes, enfin Quimper jusqu'à Toulouse. Donc on a fait surtout la partie ouest de la France. On a fait tout l'ouest de la France ensemble. Genre vraiment, on a tabassé, mec. On a tabassé. On a fait des dates tous les jours. Je ne rigole pas. Lui et moi, on avait un date tous les jours. Parce qu'en fait, la mentale, à ce moment-là, c'était juste on s'amuse, on fait du cash. Genre à ce moment-là, je crois que mon business, il faisait entre 5 et 7 000 euros par mois. Lui aussi, il faisait à peu près le même chiffre que moi. Moi, on faisait la même somme d'argent. Exactement, on faisait la même somme d'argent. Et je l'ai rencontré en fait à un événement que mon mentor, Thibaut Marty, il a organisé. J'en parlerai après, Thibaut Marty. Thibaut Grande Goat. Et en gros, on s'est rencontrés là-bas. Et en fait, le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais mec, t'es un goat, toi, je t'aime bien. T'es un G, mec. Comment tu fais pour vivre, etc. Et là, on a fait une session abordage. On a abordé, je pense, 10 meufs dans la nuit. On a fait des dates toute la nuit avec des meufs. On allait en soirée. En fait, on s'est régalé. Littéralement, on s'est régalé. Là, vous voyez ses fesses. Parce que voilà, il a des belles fesses. Moi, j'aime bien ses fesses. Là, on était tout le temps dans la salle ensemble. Donc, vraiment, il faut savoir qu'avec Joris, les gars, c'était salle de sport, travail, date, restaurant, every day. Every day. On prenait le train tous les 2 3 jours. C'était incroyable. On s'est posé chez sa mère. Il est venu chez moi à Bordeaux. On mangeait du fromage blanc tous les jours. On faisait des petites courses ensemble. Et même, on était tellement Les gars, la batte mobile, les gars. ah C'est bah, pas une meuf, c'est Joris. Joris! C'est pas une meuf sur ma trottinette. Une meuf, Joris, parce qu'en gros, moi j'avais l'habitude à Bordeaux quand j'étais en trottinette de prendre des meufs derrière moi sur la trottinette parce que du coup bah je kiffe mes dates avec la trottinette, genre j'aimais trop la trottinette, c'est trop bien. Du coup j'avais souvent une femme derrière moi ou devant moi du coup, c'était plus facile même devant moi. Et en fait, là du coup c'était avec Joris, on faisait souvent de la trotte, on s'est souvent pété la gueule en trotte. On a fait tellement de conneries ensemble, Non, on va les traverser, putain. c'était incroyable les gars, genre vraiment Joris et moi on a fait une époque de fou. Donc c'était vraiment mon frère blanc et je le kiffe toujours. On se voit dans 2 semaines, il arrive bientôt à Bali, on se voit dans 2 semaines. Ça va être le retour des bêtises, ça va être trop bien. Donc, grâce à lui, mon business tournait très bien. Et en fait, grâce à lui, je quitte mes études en mai 2024. C'est-à-dire, j'étais avec lui. En gros, il faut savoir que le moment où il est venu chez moi à Bordeaux, et tout ce que je t'ai raconté avant, les turbos, etc., il faut savoir que j'allais en cours à ce moment-là. J'ai même emmené des élèves à Sciences Po. Je rigole pas du tout, j'ai emmené des clients à moi à Sciences Po. Donc, il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, je quitte mes études en mai 2024. Donc, j'arrête mes études parce que, en fait, j'avais un partiel sur les LGBT. Je vais pas parler plus que ça, mais le cours me plaisait pas en fait. J'avais un partiel sur un truc qui me plaisait pas, ça me saoulait, et du coup je voulais arrêter absolument. Et Joris m'a dit, mais mec, t'es une baltringue. Vraiment, il m'a dit ça, hein. Il m'a dit, gros, t'es une baltringue, tu fais 5 000 euros par mois, tu vas en cours. Gros, il y a aucun de tes profs qui fait 5 000 euros par mois. Il y a aucun mec qui est à l'école que tu es qui fait 5 000 euros par mois. Il y a aucun daron, enfin, il y a très peu de darons qui font 5 000 euros par mois. Gros, tu fais 5K par mois, t'as 18 ans et tu vas encore, genre, en cours. Il m'a dit, mais mec, t'es un fou, genre, arrête les études, mec, tu fais grave de l'argent, arrête les études. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, mon business tournait très bien, donc que je quitte mes études. Et donc, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Donc, j'annonce tout ça à mes parents tranquillement au restaurant. Donc, je leur dis, voilà, je quitte les études, etc. Les gars, c'était une dinguerie. Donc, ils le prennent très mal. Ils m'insultent de tous les noms. Donc là, je suis viré de la maison littéralement. Et donc, je passe quelques temps loin d'eux, donc pour éviter que ça ne s'envenime. Mais je continue à suivre ma propre voie comme qu'il arrive. Donc, toi aussi, ça va t'arriver. Peut-être que tu vas lancer un business. Peut-être que tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Mais que tes parents, ils seront totalement contre ça. Et en fait, on s'en fout qu'ils soient contre, pour, avec, pas avec toi. Tout ce qui compte, c'est que toi, tu dois suivre ta propre voie. Mes parents ne m'ont pas soutenu. Ils ne m'ont pas soutenu pour mon business. Ils ne m'ont pas soutenu. Ils ne m'ont pas aidé. La seule chose que j'avais le droit, c'était mon compte bancaire, donc qui a été alimenté depuis que j'étais tout petit. J'avais une petite réserve de 1000 balles dessus que j'ai utilisée pour me faire coacher justement. Donc c'est tout ce que j'avais comme soutien, c'est mon démarrage, mais tout le reste, ils m'ont pas soutenu, ils m'ont pas fait kiffer, ils m'ont pas aidé plus que ça, même ils me critiquaient par rapport à mon business. Oula, pardon. Oula, excusez-moi. C'est même très récemment qu'ils ont commencé à me soutenir pour de vrai. Alors que là, je fais déjà beaucoup d'argent, mais bon, c'est trop tard pour eux, quoi. Je les kiffe, hein, évidemment. Donc à ce moment-là, un homme va changer ma vie. Kevin Bianchi, l'architecte de ta vie rêvée. Donc là, c'est lui que j'ai rencontré. C'est El Grande Kevin. Les gars, Kevin Bianchi, il a changé ma vie. Ce mec a changé ma vie en gros. Et en gros, on passe beaucoup de temps ensemble à Bordeaux. Donc, c'est ça que j'ai rencontré parce que j'ai fait un groupe d'entrepreneurs. Et lui, il connaissait un ami à moi qu'on avait en commun. Donc, Nico, je passe par là, Nico, gros cœur à toi.
On avait un ami en commun, on habitait à Bordeaux ensemble, on se voyait beaucoup. Et le jour où je l'ai rencontré, les gars, il faut savoir que je l'ai vu à Bordeaux la première fois, c'était en janvier 2024. J'ai dit, mais ce mec est trop stylé. Genre, il s'habillait trop bien, il avait trop de flow. Bah, regarde, il trop de flow, trop stylé, trop beau gosse, belle barbe, beau regard. En fait, il était beau gosse. Je me suis dit, putain, je vais être comme lui. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'habiller comme ça aussi. C'est grâce à lui, du coup, parce que je me suis dit, putain, il est trop stylé. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble à Bordeaux. Mais quand je l'ai vu la première fois, j'étais fan de lui. J'étais en mode, ce mec, il est trop chaud, il était trop intelligent. Il m'a appris beaucoup de trucs. Je me suis dit, mais ce mec-là, il est incroyable. Je veux absolument être comme lui. Genre, vraiment, j'étais en mode, waouh, c'est un modèle et tout, il est trop bien. Et il m'a vraiment changé la vie. Donc à ce moment-là vient mon séminaire à Paris. Donc ça c'était en juin 2024, séminaire à Paris. Et donc ça, mon séminaire à Paris, je vais pas cacher Yacine parce que Yacine, ah bon, on ne voit pas malheureusement, si je vais te mettre là. Donc là c'est l'événement qui a changé ma vie, celle de mes élèves. Donc là c'est mon séminaire à Paris. Et en gros à ce séminaire il faut savoir une chose, c'est qu'on a run un marathon. Donc on a run un marathon juste ici. Donc tout ça c'est les marathoniens. Alicia, non Alicia elle a fait le marathon aussi. Julie elle a fait parce que du coup elle était blessée. Parce qu'elle en avait fait un juste avant en fait. Noah, Lucas qui a fait le marathon en 3h30, dinguerie. 3h30, dinguerie. Angelo, Mathieu, Enzo, qui avait tabassé aussi, Clément, avec qui j'ai fini le marathon ensemble, on a fini main dans la main. Clément, je t'aime frérot. T'es vraiment dans mon cœur, t'es dans mon cœur mais plus profond. Je te kiffe frérot, je te kiffe. En plus, regarde comment t'es beau gosse et tout, mec, je te kiffe. Et on a fini le marathon ensemble. Genre lui et moi, on a le plus galéré, on a fini ensemble le marathon. Yacine, Goat, Steve, Goat aussi. Go. Ça, c'est les intervenants. Donc, il y avait Tristan, Azur, il y avait du coup Lucas, Kevin, et il y avait aussi Candy qui était intervenant. Donc, ça, c'était tous les intervenants que j'ai kiffé. Là, c'était tous mes gars Angelo, Lucas, Julie, Jaoven, Clément, Astor, Noah, Steve, Noah, Curtis, Mathieu, Jules, Enzo, Alicia, Yacine, Candy, Lucas, Kevin, moi-même, Azur, Mathieu Dugou et Tristan El Grande Magnifico Goat. Et donc ça c'est l'événement qui va changer ma vie et celle de tous mes élèves. C'était vraiment le gros événement que j'ai fait à Paris. D'ailleurs, tout est dans ma story à la une sur mon compte Instagram, tu pourras aller voir. Story qui s'appelle Séminaire Paris 2024, janvier 2024. Ça va changer la vie. J'ai kiffé. Et d'ailleurs, merci à Oscar pour ces photos. Parce que c'est Oscar. Non, celle-là, c'est Noah. Mais celle-là et celle-là, c'est Oscar qui les a faites. Donc merci à toi, Oscar, pour les photos. C'était incroyable. Oscarou. Oscarou, on ne voit pas directement là, mais t'étais bien là. T'étais bien là, Oscarou. Oscar Hiltenbrand, Hiltenbrand, sur Instagram pour les photographes sur Paris, pour les photos sur Paris, pour les mannequins, pour les beaux gosses sur Paris. Oscar Hiltenbrand. Et donc, juste après ce séminaire, les gars, j'ai fait la bêtise du siècle. Oui, j'ai fait une bêtise, ça arrive, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Donc, en gros, je me suis mis en couple directement après le séminaire, par acte pur de manque et émotionnel. Donc, je ne vais pas citer la personne parce que du coup, elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui prends du coup l'entière responsabilité. C'était à moi de ne pas m'engager dans un truc pareil. Donc, je me suis mis en couple, c'était pas très bien, c'était pas ouf du tout. C'était une relation toxique, c'était une relation qui n'était pas du tout saine. Même si j'ai bien aimé, hein, c'était cool, on a passé des bons moments ensemble. Elle m'a fait découvrir plein de choses, mais c'était pas une bonne relation. Je vais pas la citer ici, parce que ça sert à rien et parce qu'elle a rien fait. C'est ma faute. Donc voilà. Donc, à ce moment-là également, en juillet, août, je découvre le sud de la France. Les gars, Nice, Cannes, j'ai pas encore fait Saint-Tropez, Toulon, Marseille, Aix, jusqu'à Toulouse. Les gars, le sud de la France. J'ai découvert aussi tout ça ici, le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes. J'ai tout fait. J'ai tout fait, les gars, j'ai tout fait. J'ai même fait la Ciotat. Je sais plus si la Ciotat, c'est d'être par là, la Ciotat. Un truc comme ça. Les gars, j'ai tout fait. Incroyable. Incroyable. C'était incroyable. Vraiment, j'ai kiffé le sud de la France. Donc, littéralement, les gars, je tombe amoureux de la région. Parce que pour le moment, de tout ce que j'ai fait comme voyage, donc j'ai fait l'Asie, j'ai fait quelques pays en Europe, etc. Pour le moment, le sud de la France, les gars, c'est ma région préférée dans le monde entier. Actuellement, pour le moment, j'ai pas encore tout fait. J'ai pas encore fait les États-Unis, j'ai pas encore fait l'Asie en fait est riche, j'ai pas encore tout fait. Mais pour l'instant, le sud de la France, par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est vraiment mon endroit préféré sur Terre. C'est trop bien le sud de la France. Aix-en-Provence, meilleure ville de France avec Bordeaux. Genre, vraiment, je ne rigole pas. Cannes, Nice, incroyable. Marseille, incroyable. Les gars, le sud de la France, ça me fait bander. Bander de ouf, ouais. Donc à ce moment-là, je me rapproche de mon gros Kevin. Donc là, on prend des photos vraiment clichés de ouf. À ce moment-là, on se voit beaucoup, on se rapproche énormément, on parle beaucoup ensemble. Et donc, littéralement, on passe notre vie ensemble. Et on prend l'avion toutes les semaines. Quand je dis toutes les semaines, les gars, c'est toutes les semaines, on prend l'avion. Donc, pardon, excusez-moi. Là, littéralement, on était à un magasin dans Bordeaux, à Sainte-Catherine. Donc, on prend des photos ensemble. Là, littéralement, on a rigolé parce qu'on était dans un. Là, je sais plus où est-ce qu'on était, on était à Poitiers, il me semble. Ou à Tours. Non, là, on était à Tours. On était venu chercher Monsieur Pelletier, un événement. Là, on était à Châtellerault, chez moi.
Châtellerault, c'est la ville d'où je viens. Et en gros, on avait fait un petit défi sur la barre. Bon, on s'était amusé c'est pas grave. Et donc, on commence à rigoler ensemble. Et quand je vous dis qu'on prend l'avion toutes les semaines, c'est vraiment toutes les semaines. On prend l'avion toutes les semaines. Genre, toutes les semaines. Genre, tous les 7 jours, maximum, prenez l'avion. C'était incroyable. Et là, on était à ce moment-là, on était à Nice. Donc, ça, c'était à Nice. Et là, du coup, c'était le jour de la première vente de Mathieu. Donc, Mathieu, c'est ce grand gaillard ici, là. Il a fait sa première vente en coaching. Et du coup, on était là tous les deux. Là, c'est Lucas qui nous a pris en photo. On était aux anges. On s'est dit, putain, Mathieu Pelletier, GOAT. Il a fait une vente incroyable. Le boss, le patron, etc. Donc, on était trop contents. Et enfin, je vais venir maintenant sur quelques arcs annexes. Donc là, je vais te parler du grand chef Thibaut Marty. Donc là, en gros, il y a un arc annexe où j'étais parti du coup en Suisse. Donc c'est pas à Genève, mais je peux pas te dire c'est où exactement parce que c'est secret. Et en gros, j'ai rendu visite à mon faux préféré en Suisse. Donc je vais devoir le citer. Je vais devoir le citer parce que il est trop important. Monsieur Thibaut Marty qui m'a littéralement formé pour tout. Pour le business, pour le dev perso. Il m'a fait grandir, il m'a donné des claques. Il m'a insulté, il m'a fait grandir, il m'a complimenté, il m'a aidé, il m'a aimé, il m'a fait rigoler, il m'a trash talk, il m'a tout fait en fait. Mais je le kiffe ce mec-là. Il m'a battu, il m'a cassé la gueule, il m'a tout fait en fait. Et je le kiffe, c'est vraiment mon big bro, mon big G. Donc Thibaut Marty, J en majuscule, l'homme qui s'en bat les couilles des normes sociales et qui dit haut et fort et qui ouvre sa gueule haut et fort. Il me fait trop rire, c'est vraiment une grande gueule, mais il est incroyable ce mec-là. Donc c'est mon premier mentor et c'est grâce à lui que j'en suis là niveau business actuellement. Donc parce que bah, il m'a appris énormément de choses. D'ailleurs, j'en appelle avec lui tout à l'heure, donc ça va être trop cool. Et vraiment, grande Thibaut Marty, big go, big G. Et à ce moment-là, quand j'étais en Suisse, du coup, à Lausanne, j'ai même pu rencontrer. Donc Lausanne, on s'en fout, c'est pas là où il habite. Mais du coup, à Lausanne, j'ai pu rencontrer un de mes élèves, donc Noah, donc grand gaillard aussi, un autre élève Noah, que j'ai formé, que j'ai aidé dans plein de trucs, plein de domaines, business, santé, etc. Il s'est vraiment amélioré sur tous les points. Et là, on a fait une photo ensemble, vraiment l'équipe excellence, que des G. Donc merci à toi Thibaut pour tout ce que tu as fait. Si jamais tu passes par là, je te fais un cœur. Un gros bisou à toi. Tu as vraiment été un pilier dans ma croissance et tu as été un pilier dans ma vie que je n'oublierai jamais et que je continuerai à dire parce que c'est la vérité et c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Ensuite, on a eu l'arc Lucas Bricou X Yakin. Donc Lucas, la réunion des îles, parce que Lucas, du coup, c'est un Antillais aussi. On dirait pas, mais c'est un Antillais. Donc là, c'est la photo qui résume bien le mood. Donc là, on va. Bref, c'est une photo qui résume bien ce qui s'est passé. C'était la réunion des îles, bon, maman. C'est le Fugideo. C'était vraiment la. Et vraiment le cacao. C'était incroyable. On a trop rigolé. On a fait le sud de la France ensemble. On était beaucoup vers Marseille. On a fait beaucoup Marseille ensemble. Donc on a bien rigolé vers Marseille. C'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Donc cette photo elle résume bien le mood de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu là, il y a Tristan Ixiakin, la séduction à son prime. En gros, c'est vrai que j'ai pris un coaching avec Tristan, donc c'était une immersion que j'ai payé 1500 balles, un truc comme ça, voire 2K, je sais plus ce que j'ai payé. Et en gros, à ce moment-là, on était pendant 3 jours immersion à Cannes et à Nice avec Tristan. Donc lui, c'est un coach en relation, coach masculin. Aujourd'hui, il ne fait plus ça, je pense. Je crois qu'il a changé son positionnement. Mais en tout cas, à ce moment-là, il faisait ça. Et donc, j'ai pris un coaching avec lui pour qu'il m'apprenne justement les techniques les plus ultimes pour être en phase dans ses relations, pour être authentique à fond. Et donc, là, c'est vraiment l'arc, mes séductions prime. Les gars, j'ai pas envie de me vanter parce que c'est pas des trucs dont j'ai envie de me vanter spécialement. Mais en gros, il y a eu beaucoup d'interactions sociales, il y a eu beaucoup de réussite sociale. That's very good moment. Are you happy, Nina? Avec une, je sais plus si elle était suédoise ou si elle était, je sais plus d'où elle venait. Je crois qu'elle était suédoise. Bref. Mais tu vois, et en plus, les meufs comme ça en Suède, c'est la norme. Donc, je vais aller en Suède dans pas longtemps. J'ai été invité en Suède il y a pas longtemps. Et il y a une meuf qui m'a invité pour le Danemark dans pas longtemps. Okay. Le Danemark, des gens en Europe. Et en gros, avec Tristan, That's very good moment. on a plein de dates. C'est trop marrant. Mais pourquoi ça ouvre? Bon, ça a ouvert Slack. Je sais pas pourquoi ça a ouvert Slack. Ça va travailler, je pense. Monsieur Titi. Tristan les biceps. A smile. Et on avait ramené 4 Tchécoslovaques à la maison, c'était incroyablement drôle. On s'était régalé, du coup c'est un arc annexe aussi. Donc merci à toi Tristan pour toutes les compétences que tu m'as appris. Incroyable. Ensuite à ce moment-là, je vis du coup avec Kevin jour et nuit chez ma mère. Donc c'est-à-dire qu'on dorme. Les gars, l'histoire avec Kevin, il faut que vous la compreniez. Kevin et moi, on était des mecs, on avait fait grave de l'argent. Mais quand je dis grave de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Et on dormait littéralement par terre, tous les deux, chez ma mère, dans une chambre de 10 mètres carrés, sur un vieux matelas en bordel, alors qu'on venait respectivement de faire 20K la semaine. On avait fait 20K la semaine, c'est un SMIC annuel. On avait fait 20K tous les deux, et on avait littéralement dormi par terre. Littéralement. Genre, on dormait par terre chez ma mère, alors qu'on avait l'étal
de prendre un Airbnb de ouf dans la ville, tu vois. On aurait pu prendre un truc de zinzin, un appartement haussmannien et tout, mais on dormait par terre chez ma mère, on se régalait. On se régalait, genre on allait à la salle de sport, on prenait la voiture, on allait au lac, on courait, on se régalait de fou. Mais les gars, on avait fait genre vraiment 20K la semaine. Genre 20K la semaine, je rigole pas du tout. Et on dormait chez ma mère par terre. Pour vous dire à quel point on kiffait notre vie. Là, c'est une photo où on prenait l'avion encore une fois. Comme d'habitude, on prenait H24 l'avion. Ensuite, il y a eu l'arc Cannes. Donc là, on est parti à Cannes pour faire un séminaire avec les G, avec Romain Gazan, Lucas Curo, avec Thibaut Marty, Juliette Hads, Lucas Bricou, il y avait Mika, il y avait Thibaut de Franqueville, il y avait beaucoup de mecs stylés, il y avait même Manoa aussi. Donc merci à eux. Ils nous ont beaucoup aidés, Kevin et moi, donc on était à Cannes et à ce moment-là, on vivait de fou, les gars. Genre, on vivait de fou. On dépensait pas énormément, mais on vivait de fou parce qu'en fait, on dépensait énormément en expérience. C'est-à-dire qu'on prenait beaucoup l'avion, on allait beaucoup dans des restaurants et surtout, en fait, on allait à beaucoup d'événements. Donc là, le mastermind, il nous a coûté genre 2000 balles pour 3 jours, même pas. On y allait cash, tu vois. On a payé cash les 2000 balles, on y allait direct, tu vois, en mode vas-y, go, 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 go. Et ça, c'était incroyable du coup. Donc l'arc Cannes, incroyable aussi. Ça a duré quelques jours, c'était, enfin, non, même une semaine et quelques, parce qu'on est resté plus longtemps. C'était incroyable. Et ensuite, l'arc Limoges. Donc là, on a passé du temps à Limoges. Retour aux sources chez mon oncle. Donc là, on est vraiment venu à Limoges, donc c'est la ville où je suis né, donc je te l'ai dit au début. Il y a mon oncle qui habite là-bas avec ma tante, et donc on est resté pendant un mois facile à Limoges. Genre un mois facile, facile, facile. On est resté grave longtemps là-bas. Et on allait à la salle, on courait, c'était vraiment un mood de conquérant. Limoges, c'était vraiment un gros, gros arc. On a beaucoup pu poser les fondations. Moi, j'ai pu faire mon school. Kevin, il a pu poser ses fondations pour son business, il a pu coacher ses gens, il a pu trouver sa stratégie, faire du contenu. Et c'est vraiment ce moment-là où on a vraiment, vraiment, vraiment posé beaucoup de bases. On a locked in, on se levait tous les matins à 8 heures. On se levait, on travaillait, on était locked in de ouf. On allait à la salle, on revenait. Genre, c'était vraiment tac, 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 tac. C'était incroyable, on était locked in. Ensuite, retour dans le sud, plus nouvelle coupe de cheveux. Donc à ce moment-là, j'avais les cheveux un peu plus longs. Donc là, j'ai enlevé, j'ai fait des tresses comme ça, littéralement. Et donc, l'arc Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, les gars, meilleure ville de France avec Bordeaux. Je me répète, Aix-en-Provence, les gars, c'est ma ville préférée en France. Pourquoi? Parce que tu as tout ce qu'il te faut. Tu as la plage qui est pas loin, tu as des beaux restaurants, tu as des belles femmes, tu as des beaux appartements, tu as du luxe, tu as des bonnes salles de sport. En fait, il y a tout. Il y a un bon compromis. Et la vie, elle coûte relativement normal. Genre, pour un prix français, c'est ok, tu vois. C'est pas super cher. Bon, après, par contre, les immobiliers, ça coûte super cher. Donc, en gros, c'est l'arc Aix-en-Provence, meilleure ville de France avec Bordeaux. Donc là, on était avec Kevin, on s'est régalé. On mangeait tous les jours dehors parce qu'on faisait beaucoup d'argent aussi à ce moment-là. On faisait vraiment beaucoup d'argent. On brassait de fou, on encaissait de fou. Et du coup, bon, on vivait notre vie, quoi. On vivait notre vie, on allait à la salle de sport, on kiffait notre vie. On interagissait toujours avec des gens, on est tout le temps des dates et tout, c'est trop cool. Et en fait, on passe un très long dans le sud. Et du coup, à ce moment-là, on s'envole vers l'Italie. En septembre, il me semble, on va en Italie. Donc là, on va à Milan, on passe 3-4 jours à Milan. On s'est régalé, c'était incroyable aussi à Milan, on a grave vécu. Donc là, vous avez vu les frères Onua, Samuel Onua et Ruben Onua, ils ont fait une vidéo à Milan. On y était avant, les gars. Moi, j'étais avant à Milan. Moi, j'étais depuis longtemps à Milano, Milano, frérot. Non, c'était incroyable, c'était trop bien. Et vraiment, Milan, incroyable. Et donc, ensuite, il y a eu le tremplin. Donc là, c'est l'arc Vierzon, donc c'était en octobre. On a passé des très longues semaines à Vierzon. Là, c'est Tommy, là, c'est Margot, là, c'est Kevin, là, c'est moi. Et on a passé un très long moment au tremplin. Là, c'est Eddy. Là, c'est Antoine. Antoine, je te remercie énormément. Il y a aussi, je vous montre une photo juste après, des organisateurs du coup. Et en fait, à ce moment-là, l'arc Vierzon, c'est quoi? C'est beaucoup de rencontres, beaucoup de conférences. Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais conférencier au tremplin. Les gars, allez suivre le tremplin sur Instagram. Ils ont fait très belles choses. Ils font des trucs incroyables et ils vont continuer à faire des très belles choses. Moi, je soutiens à fond le projet parce que c'est des gars que j'aime beaucoup, qui font des choses qui sont très cool, qui sont très éthiques et en plus qui aident vraiment les gens. Donc, les gars, l'arc tremplin, incroyable. J'ai donné beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de valeurs et j'ai rencontré beaucoup de gars solides, comme Eddy notamment et comme Tommy, que j'ai pu apprendre à connaître en profondeur. J'ai moins parlé avec Antoine parce qu'on n'avait pas l'occasion de parler plus que ça, mais Eddy et Tommy, enfin Eddy et Tommy, on a beaucoup parlé. C'est Eddy, on a fait une photo de ouf. Merci d'ailleurs à Riwan qui a pris les photos. Donc Riwan, c'est ce grand gaillard là, avec qui j'ai boxé en plus, qui est très fort, il est très chaud, il est bon. Donc c'était un long et magnifique arc. Et là, il y avait encore du coup mes élèves. Donc là, dans mes élèves, il y a Mathieu, Momo et Eddy. Et vraiment, bah, insane, tu vois. Genre, c'est insane. Là, Kevin, Tommy, genre, c'était vraiment une photo insane. Là, on avait fait des sparring juste à l'instant avant. On s'était régalé. On s'était régalé, c'était trop bien. Cocard, sang, tout ce que vous voulez, c'était trop drôle. C'était trop marrant. Mais c'est trop cool. Ensuite, petite escapade à Paris. Là, on a croisé Romain Gazan, Azur. Escapade à Paris, Oscarou. C'est lui Oscarou, les gars. Oscar Hiltebren. Vous voyez comment il est beau en plus, Oscarou. Et à ce moment-là aussi, il faut savoir que j'avais fait la rencontre de Anthony. Anthony Bedin. Bedin Production. Voilà. C'est lui le chef et le grand chef de la vidéo. C'est lui qui a fait perso tes bangers sur Instagram, sur YouTube. C'est lui qui fait les vlogs. C'est le banger Anthony Bedin. Donc c'est lui le GOAT en chef de la production actuelle que je fais de mes vidéos.
les idées, les ressources, les scripts, c'est lui qui fait tout, il est trop fort. Le GOAT, c'est lui qui fait aussi toutes les automatisations. Et là, à ce moment-là, on était à Paris. Putain, avant, je m'habillais trop bien en fait. Je me rends compte, là, je suis habillé comme un, comme un mec des îles. Puis c'est vrai, je suis à Bali. Donc là, escapade à Paris. Et incroyable, c'est trop bien. On est parti faire plein de photos avec Kevin. On est parti dans dans des magasins de luxe. Il a même acheté un truc Polo Ralph Lauren. Parce qu'en fait, on pouvait se permettre. À ce moment-là, on faisait vraiment beaucoup d'argent, les gars. On faisait beaucoup de thunes. Donc on pouvait se permettre en fait. On faisait beaucoup de thunes. La vraie? Je rencontre Tati Closing, ça j'ai rencontré du coup au tremplin à Vierzon. Et c'est aussi là où j'ai rencontré du coup Anthony, j'ai rencontré Anthony et Tati au tremplin. Et donc là, grâce à... C'est la vraie Tati Closing, c'est vous? Tati Closing! S'il vous plaît, j'ai besoin d'un closing, s'il vous plaît. Tati Closing! Bonjour, moi c'est Mathieu, j'ai besoin d'un closing. Et du coup, grâce à Tati Closing, mon business s'est envolé. Du coup, elle était seteuse chez moi, on a fait beaucoup de stratégies ensemble. J'ai kiffé ma vie avec elle. J'ai vécu pendant 3 semaines avec elle, je crois. C'est incroyable. En fait, j'ai donné mon appartement à Bordeaux. Et moi, j'allais chez une fille. Et c'était incroyable. Genre, c'était juste incroyable. Et en gros, on s'est régalé avec Tati Closing. Tati Closing, je t'aime énormément aussi. Donc, si jamais tu passes par là, je te fais des gros love, des gros bisous. Tati Closing, goat en chef. Voilà, goat en chef. Et bah, je sais que du bonheur. Et j'ai hâte qu'on retravaille. Parce que crois pas, hein, on va retravailler ensemble. Je vois que tu vois qu'on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Tu crois que je t'ai formé pour quoi? On va travailler ensemble, Tati Closing. Donc, t'as intérêt à faire ta bonne agence de setter closer parce que j'en ai besoin là. Donc, here we go. Donc là, c'était mon équipe et mes élèves. Donc là, il y avait Naël, Enzo, Mathieu. Et là, c'est mon équipe, donc Solange et Tati Closing. Donc Solange qui est CSM. Donc CSM, c'est Customer Success Management. Là derrière, on voit Kevin et Alan. Donc Alan, son frère. Donc mon équipe plus mes élèves, incroyable. Et là, mission des récupérations, non pas de Sasuke, mais bien du passeport. Donc là, j'ai acheté l'euro pour récupérer mon passeport. Et l'escapade à la riche l'euro. Et ensuite, c'était littéralement escale à Aix-en-Provence, à La Ciotat, avec la bande originelle. Donc ça, c'est une fille que j'aime énormément. J'aime énormément cette fille. Genre, je vais pas la citer ici parce que voilà. Je la kiffe cette fille, je la kiffe de ouf. On passe des bons moments ensemble, on se régale de ouf. Et en gros, j'ai fait du coup une escale à Aix-en-Provence, à La Ciotat, avec la blonde originelle. Moi, je l'appelle quoi? Je l'appelle la blonde originelle. Je l'appelle la blondie, la princesse blonde, etc. Tout ce que vous voulez. Parce que c'est la GOAT en chef. Elle est trop forte émotionnellement. Elle me supporte. Elle est jolie en plus. Elle s'habille trop bien. Vous voyez comment je m'habillais bien, les gars, à l'époque, putain. Ah, je me dis, mais j'avais mon prime de vêtements en fait. Je m'habillais trop bien. Bon, là, il y a un petit problème sur le col. Mais à part ça, les gars, putain, le flow de zinzin en vrai. Hein. Flow de zinzin, faut en parler de ce flow en vrai. Bon, soit, c'était la France, je reviendrai dans tous les cas pour bien habiller. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Donc, escale à Aix-en-Provence, c'est la Ciotat avec la bonne originale. Donc là, je me suis régalé, les gars. La Ciotat, je me suis régalé. Aix-en-Provence, c'est la Ciotat, encore une fois. Le sud de la France, encore une fois. Là, même, elle m'a emmené à des montagnes rouges, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle m'a emmené à un truc de fou. Un truc de fou, un paysage incroyable. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était incroyable. Ensuite vient l'arc du Maroc. Donc là, avec Anthony et Kevin, on part au Maroc. Parce qu'en fait, on voulait juste voyager. Donc là, à ce moment-là, j'étais à Nantes. Donc j'ai fait une escale à Nantes pour aller voir Solange chez elle. Et je voulais absolument voir du soleil. Donc je suis retourné du coup dans le sud. Et après, j'ai pris mon billet d'avion pour aller au Maroc. J'ai retrouvé Kevin et Anthony. Et là, on s'est régalé. On s'est retrouvé là-bas, on s'est régalé. On s'est régalé pendant 3 semaines au Maroc. C'était incroyable. On a vécu une vie de fou. On avait une petite voiture. On a la salle de sport qui était en bas de chez nous. On avait des beaux logements. Vraiment, Maroc, les gars, on s'est régalé. Et c'était vraiment trop cool. Et ensuite, on est parti à Budapest. Donc pendant une journée, je crois, Budapest. Budapest, les gars, c'est incroyable. Genre, je pensais pas à ce point-là. Mais les gars, Budapest, c'est ouf en vrai, c'est trop bien. Genre, c'est trop cool. Genre, moi, la Hongrie, j'ai kiffé particulièrement. Et du coup, Budapest, je vais revenir là-bas parce que j'ai vraiment kiffé la ville. J'ai passé juste genre, une journée là-bas. Et j'ai kiffé la ville. Excusez-moi, est-ce que vous aussi, vous entendez le monsieur de Fitness Park? Non, moi je suis coach. I- I. Est-ce Budapest, c'est trop bien. Même j'ai abordé une fille qui s'appelait Dorinka. Elle était, les gars, les meufs en Hongrie. Pouah. Ouh, j'étais choqué. Genre, j'étais vraiment choqué. La moyenne, c'est 9 sur 10. J'étais choqué. Ensuite, on va à Dubaï, mais sauf qu'on rate l'avion. On rate l'avion parce qu'en fait, on va aller en Chine, et on rate l'avion pour aller en Chine. C'était un long périple. Donc, on est resté à Dubaï, on a raté l'avion comme des fous. Donc, bah, moi, j'ai raté l'avion. Et en fait, à Dubaï, c'est un arc que personne ne connaît, parce que j'en ai pas parlé, personne n'en a parlé. Mais ce qui s'est passé à Dubaï, les gars, c'était incroyable. Avec Kevin, en fait, à Dubaï, on a failli se tuer à Dubaï, hein, vraiment. En gros, on était un peu en tension, lui et moi, à Dubaï. Parce qu'en gros, on avait raté l'avion, c'était un long voyage, c'était chiant. Du coup, on aurait pu s'enculer à l'aéroport, mais on l'a pas fait. Au contraire, on s'est parlé. Notre amitié, elle a fait que de. C'est même pas notre amitié, notre fraternité, elle a fait que d'augmenter. Et à Dubaï, on s'est expliqué, on a fait des choses et on avait plein de projets en tête. Donc après, on est parti directement à Bali. Et à Bali, incroyable. Best arc de ma vie. Genre vraiment, j'ai rencontré plein de gens. Juju. Les gars, Juju, je crois que vous vous rendez pas compte. Juju, les gars, c'est l'amour de ma vie, mais sans être ma femme. Tu vois, genre, il n'y a pas de relation de couple, hein, doucement.
On n'est pas amoureux, on n'a rien fait ensemble. Mais par contre, l'amour de ma vie quand même, parce que je la kiffe, elle m'a fait un petit tableau que je vais vous montrer en plus. Genre, elle m'a peint ça. Elle m'a peint un tableau à la main, genre, elle m'a fait ça. Et ça, du coup, c'est mon porte-bonheur, il est tout le temps avec moi. Genre, dès que je pense à un souci ou un truc, je me dis, t'es fou quoi, Jujuel croit en toi, t'es un malade, vas-y, travaille, Jujuel croit en toi, etc. Donc là, il y avait Azur aussi, il y avait Robin à Bali, il y avait son frère aussi, il y avait Kevin. Là, c'est une femme que j'ai rencontrée à Bali, que j'ai bien aimée aussi, je la kiffe aussi cette fille-là, elle est trop cool. D'ailleurs, elle m'a invité du coup au Danemark à aller la voir, donc ça va être trop bien. Et en gros, à Bali, les gars, best arc, incroyable. Ensuite, il y a eu l'arc Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, les gars, j'ai kiffé. En vrai, il y a un truc que j'ai pas kiffé, c'était juste les gens. La ville en elle-même, j'ai pas trop aimé. Mais les gars, le mood Malaisie, genre Kuala Lumpur, c'est incroyable. Genre vraiment KL. J'étais avec Kevin et Anthony. En plus, j'avais fait un vlog là-bas qui a bien plu sur la chaîne YouTube. Mais vraiment, Kuala Lumpur, les gars, c'était incroyable. J'ai pris des photos de fou, je me suis régalé. On avait des trucs inspirants. Et c'est vraiment là où je me suis dit, putain, en vrai, une ville avec des skylines, ça me plaît beaucoup parce que moi, j'aime bien les villes comme ça. Donc, en vrai, j'aime bien les villes entre Aix-en-Provence et Dubaï, tu vois. Genre, moi, je suis le genre de mec qui aime bien les villes luxueuses, les villes riches, les villes où tu peux manger pour cher. Moi, j'aime bien payer cher pour des expériences. Parce que pourquoi j'aime bien payer cher pour des expériences? Pour te dire, mais ce mec est un pigeon, il est con ou quoi? Non. Parce qu'en fait, quand je paye cher, ça m'incite à faire plus d'argent. Et du coup, si je veux avoir un lifestyle comme ça, il faut que je sois bien au-dessus de ce que je dépense. Donc, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Donc, ça me motive à faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est cool. Parce que dans les pays d'Asie, tu as un peu moins cette motivation-là. Mais c'est pas une excuse, on peut travailler quand même. Ensuite, actuellement, du coup, je suis à Bali. À Bali, là, je suis en train de faire, du coup, mon éveil spirituel. Et pourquoi j'ai mis, du coup, une photo d'une fille comme ça et une photo de ça? Parce qu'en gros, ça, c'est Manon. Manon, copulade sur Instagram, coach en prenne activation, facilitatrice en prenne activation pour aller la suivre directement sur Instagram. Et en fait, Manon, elle m'a permis de faire mon éveil spirituel. Et en gros, j'ai vraiment, les gars, j'ai eu un éveil spirituel à Bali. Genre, ça peut paraître tout du tout, etc., mais c'est pas du tout. C'est très, très sérieux et c'est très, très, très cartésien. J'ai eu un éveil spirituel, les gars, à Bali. Donc là, je suis vraiment dans un mood où c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus high pour moi. Je me sens bien mieux. Et ça, c'est grâce à Manon, c'est grâce à Kevin. Là, c'est Noah. Noah, je vais pas montrer, mais c'est OG. On est parti à Ubud ensemble, on a fait des vlogs ensemble. Il m'a fait un vlog littéralement. On a fait beaucoup de contenu ensemble. J'ai kiffé ma vie avec Noah. Donc merci à toi, Noah. T'es vraiment le biggie. Donc, Noah, si t'es là, cœur à toi aussi. Manon, si t'es là, cœur à toi aussi. Et éveil spirituel. Donc là, les gars, j'ai vraiment ouvert mes chakras. J'ai fait des trucs de fou. J'ai fait des méditations de fou ici. J'ai fait des trucs de fou, mais c'était incroyable. Non, pas de drogue, pas de champignons, pas de trucs bizarres, t'inquiète pas. Mais j'ai fait beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection. Et j'ai beaucoup parlé avec des gens. Ça m'a énormément ouvert l'esprit. Et donc, pour conclure, moi, à la base, je suis juste un petit garçon qui vient d'une famille qui est modeste, qui même était pauvre en fait, qui venait des bidonvilles de Mayotte, des quartiers de Marseille, des quartiers de Limoges. Et en fait, qui veut juste réussir pour sa famille, pour sa maman et pour ses amis. Là, c'est mon petit frère, là, c'est ma mère, là, c'est moi. Et il y a pas mal de petites histoires, je ne les ai pas montrées parce que j'ai pas voulu mettre de photos d'elle, je les préserve. Ma mère aussi, je la montre pas, je la préserve. Ma famille, je les préserve, je les montre pas sur les réseaux sociaux, j'aime pas les montrer, je les préserve de fou. Mais du coup, et ben, c'est moi, ça, quand j'étais tout petit. J'aime bien Franklin. Ça, c'est ma famille, ça, c'est moi. Je me suis régalé vraiment. Et en gros, je suis juste un petit garçon qui est devenu grand, qui veut réussir pour sa famille. Moi, tout ce que j'ai fait, je me suis amélioré physiquement. J'ai fait un glow up physique parce qu'il faut en parler aussi quand même. Parce que regarde la shape quand même, tu vois. Genre là, ma shape, elle a bien augmenté. Et avant, j'étais skinny, tu l'as vu tout à l'heure, j'étais skinny. J'avais pas de compétences sociales. Là, j'ai plein de potes, j'ai plein de dates. Je peux voyager partout. Et du coup, au niveau financier, tu peux te demander, mais du coup, financier, comment t'as fait? Bah, j'ai brassé. Genre, j'ai brassé sale. Genre, en fait, je dis ça parce qu'avant, je pensais que je faisais pas beaucoup d'argent. Mais du coup, là, j'ai connaissance du marché et non, j'ai brassé sale. J'ai brassé sale. Et en gros, j'avais chez Didomande. En gros, tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis dans le top 0,1% des salaires français. Top 0,1%, même plus, je pense. Et donc, je suis libre partout. Je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement, j'ai le contrôle à 100% de ma vie, j'ai tout. Et maintenant, j'accompagne des dizaines de personnes à faire comme moi. Donc là, si jamais bah, tu as un problème de discipline, tu as un problème de productivité, tu as un problème de relations sociales, tu as un problème de productivité, de santé, tu veux avoir une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique, tu veux être discipliné, tu veux un cadre de vie, tu veux être libre financièrement, géographiquement, tu veux savoir gérer tes ressources, tu veux avoir une famille autour de toi, moi je peux t'aider à faire ça. Je peux littéralement t'aider à faire ça en fait. C'est tout ce que j'ai fait de ma vie, genre tout ce que je t'ai montré, c'est mon évolution, c'est ma vie, c'est mon parcours. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis légitime à t'aider par rapport à tous ces domaines-là. Parce que moi-même je l'ai fait de mon côté. Moi-même j'ai eu un gros glow-up, moi-même j'ai eu une grosse transformation. Moi je l'ai fait, donc je peux t'aider à le faire aussi. Il y a en description, il y a tout ce qu'il te faut, tu cliques dessus, tu auras toute mes méthodes gratuitement, tu cliques dessus. C'est un call to action qui est important parce qu'en fait j'aimerais vraiment que tu prennes cet appel avec moi et que tu viennes avec moi et que tu te fasses accompagner par moi en fait parce que je t'ai montré par A plus B que j'ai fait tout ce que je t'ai dit
et que je vais t'aider à faire tout ce que j'ai dit. Donc je t'ai montré que je venais d'un quotidien qui était plus pauvre que toi, que j'étais plus une merde que toi, que j'étais moins bien que toi, que j'avais moins que toi. Je t'ai montré que j'avais beaucoup moins que toi et que j'ai réussi à faire plus que toi. Donc c'est une preuve que tu peux le faire toi aussi. Si je l'ai fait avec moins de moyens, moins de ressources, moins d'argent, moins de temps, moins de tout, parce qu'il faut savoir que j'ai monté mon business quand j'étais en cours, donc c'est-à-dire que j'avais les cours à côté à Sciences Po, qui est une grande école, que j'ai pris des risques. J'ai travaillé à Leclerc aussi pendant 2 mois, ça je ne l'ai pas dit, mais j'ai travaillé à Leclerc pendant 2 mois. J'ai pris beaucoup de risques et j'ai voyagé, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes études, j'ai tout plaqué, et j'ai fait beaucoup de sport, j'ai bien mangé, et en fait, littéralement, j'ai tout donné pour que mon glow-up se fasse. Donc, tout ce que j'ai à te dire, frérot, c'est juste fais-moi confiance, je peux t'aider à changer ta vie, littéralement. Tu l'as vu par la vidéo que j'ai fait pour moi, j'ai fait pour des clients, je l'ai fait littéralement pour tout le monde qui est autour de moi. Parce que j'ai même, du coup, Kevin il m'a aidé aussi, mais il faut savoir que je l'ai aussi aidé dans son business à monter, à faire plus de 10K par mois. Et je l'ai aidé, j'ai aidé plein de gens, j'ai aidé énormément de gens, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de personnes et beaucoup m'ont aidé également. Donc, encore une fois, ode à tous ceux qui m'ont aidé, à Robin, à Thibaut, à Tristan, à Kevin, à Lucas, à tous ceux qui ont un impact sur ma vie. Je pense à plein d'autres mecs, à Yoni, à Lorca, à tous mes élèves, à Mathieu, à Noah, à Alexis, à Sacha, à tous mes élèves, à Roshan. Les gars, tous mes élèves, je vous aime tous. Paul Lurson, Valentin, je vais pas dire son nom de famille, mais Valentin. Je pense à tout le monde, Alicia, Julie, Noah, Yacine, Enzo, qui d'autre, Angelo, Steve. Il y a qui d'autre que j'ai coaché. Il y a plein de gens que j'ai coaché, Clément, Jaoven, Lucas. Il y a plein de gens que j'ai aidés, qui m'ont aidé, que j'ai coaché, ma famille, mes amis. Je vous remercie tous infiniment pour ce que vous avez fait. Mon ex-copine, mes ex-copines. Je vous remercie toutes pour ce que vous avez fait aussi pour moi. Je remercie tout le monde et mon but maintenant, c'est de changer la vie de tous ceux qui vont passer sur mon chemin, de rendre la vie des gens meilleure. Et donc pour ça, je vais donner mon meilleur. J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait beaucoup de trucs qui n'étaient pas bien. J'ai fait beaucoup de trucs qui étaient bien aussi. Je suis pas parfait, mais ce que j'aspire, c'est un monde meilleur. Moi, j'ai un rêve, comme dirait Luther King. J'ai un rêve, c'est de faire un monde meilleur. J'ai une vision, les gars, j'ai une vision. Et il faut savoir que quand j'étais en quatrième, j'ai fait aussi un concours d'éloquence que j'ai gagné. Et à la fin du concours d'éloquence, j'ai dit une phrase que je ne connaissais pas, parce que c'est Luther King qui l'a dit, mais je ne la connaissais pas. J'ai dit une phrase, j'ai dit, mais moi, j'ai un rêve, une idée, une vision. Et je dis ça littéralement, j'ai dit un monde meilleur. Un monde où on s'aide entre nous. C'est ça ma vision en fait. Ma vision, c'est d'aider le plus de monde possible. C'est très altruiste, c'est très optimiste. Mais je m'en fous, je vais le faire à ma manière. Je vais pas faire des manifestations, je vais pas aller dans la rue pour manifester contre le droit des femmes, etc. Non. Moi, je vais faire de mon côté ce que je peux pour éduquer les hommes à faire de ce monde un monde meilleur. C'est ça ma mission, mec. C'est ma seule mission. Donc, si tu veux faire de ce monde un monde meilleur, rejoins-moi. Excellence, mentalité excellence. Here you go, baby. Très longue vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, fais-moi un retour parce que je sais que c'était très lourd émotionnellement pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup brassé mentalement en faisant cette vidéo. Donc, j'espère que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous. Ciao.